Bonjour à tous, Gonze Fenot, bienvenue sur But Football Club pour notre traditionnel talk show. Cette semaine, il y a non seulement l'Olympico, mais également la fin du mercato. Et forcément, on a un invité en conséquence. C'est un agent de joueur lyonnais. Il a sa licence depuis 18 ans maintenant. Ça commence à faire, l'expérience. Il connaît très bien l'OL, mais il connaît aussi l'OM pour avoir été le protégé de Pape Diouf. Il fait partie des conseillers des frères Ayou. C'est Fitzgerald Thomas. Bonjour Fitzgerald, ravi de t'avoir pour cette émission. Bonjour Alexandre, merci à toi pour l'invitation. Alors, avant de commencer à parler football et mercato, on va faire le petit instant promotionnel qui est important pour la chaîne et pour l'émission. Le pouce pour dire que vous aimez, la clochette pour vous abonner. Et si vraiment vous appréciez notre contenu, vous pouvez user de vos boosters pour nous pousser vers le top 10 français sur YouTube. Pour le référencement, c'est important. Ce sont des petits gestes importants, comme celui de commenter et d'interagir avec nous dans les commentaires. On ne le dit jamais assez, donc on va le dire. Et on va vraiment démarrer désormais cette vidéo. On va d'abord parler du match à venir et du début de saison de l'OL. Alors le début de saison de l'OL, il est bon, on va le dire, même très bon. Après la victoire 1-0 contre Lens, l'OL vient de faire son premier 6 sur 6 depuis l'ère Silvino. C'est pas mal, même si le souvenir de l'ère Silvino est pas si bon. Avec sa victoire maîtrisée 3-0 face à Metz, c'est idéal pour amorcer l'Olympico de dimanche soir face à l'OM. Gérald, est-ce que tu es surpris par le début de saison de Lyon ? Est-ce que tu t'attendais à les voir démarrer aussi fort malgré l'été de rigueur des Gaunes et les départs, parce qu'il y a quand même eu pas mal de départs? Alors surpris, oui et non. C'est-à-dire que effectivement, le contexte n'était pas évident en termes de préparation, avec la possible relégation imposée par la DNCG, les remous liés au président Textor, etc. Maintenant, tu as un impact évident sur le départ, par exemple, d'un joueur aussi important que peut l'être Alexandre Lacazette, le général. Donc voilà, tout ça mis bout à bout fait que tu peux te poser des questions et te dire dans quel état d'esprit ils vont être, dans quel état de forme physique et psychologique ils vont être. Mais il y a quand même une ossature, il y a quand même un groupe de qualité. Donc, surpris pas tant que ça, parce que le coach, je pense, sur la fin de saison, a pu mettre déjà des choses en place, a pu anticiper certains besoins technico-tactiques. Et aujourd'hui, moi, je fais partie des gens qui pensent que les résultats des matchs amicaux, préparation, etc., ne reflètent pas forcément ce qui va se passer dans la saison, bien au contraire. Et je trouve que la dynamique dans laquelle ils sont actuellement, elle est positive. Il y a 2-3 joueurs qui vont devoir se révéler un peu plus et prendre plus de place. On pense notamment à Corentin Tolisso, qui, je pense, aujourd'hui, voilà, est entre guillemets l'âme du club en passation de pouvoir. Et je pense qu'il le fait bien. Donc, surpris, oui, forcément, parce qu'on sait pas exactement ce qui peut se passer. Mais d'un autre côté, je me dis qu'il y a une forme de cohérence et qu'au vu de ce qui se passe dans d'autres équipes en Ligue 1, voilà, ils ont de quoi faire et je suis pas choqué. Surpris un petit peu, mais pas choqué non plus. Mais pour toi, est-ce que c'est tenable pour cette OL de jouer les premiers rôles parce que là, l'OL se pose quand même comme une équipe qui veut pas que jouer la Ligue Europa comme ils l'ont annoncé. Avoir des ambitions, c'est important. Et je pense que pour pouvoir les assouvir, il va falloir qu'ils étoffent peut-être encore un petit peu l'effectif. 1, 2, voire 3 arrivées potentielles, ça pourrait être intéressant, notamment devant, parce que Nico Tadze va devoir tout porter et on ne sait pas encore à 100% s'il sera là ou pas. Et ça, c'est une donnée quand même fondamentale. On en parlera tout à l'heure. On en parlera certainement. Et donc, voilà, il y a quand même des postes clés, je pense, qui mériteraient d'être renforcés. Tenir, j'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire qu'ils peuvent le faire. Encore une fois, si l'état d'esprit est bon, que le coach arrive à garder cet état d'esprit sur le long terme, qu'il n'y ait pas de vent de panique. On l'a vu sur certaines phases l'an dernier, ils ont montré les crocs en tant que Lyon. Et ils sont capables de montrer de très, très belles choses. Donc, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de penser qu'ils peuvent aller se mêler à la lutte des premières places.
Il y a des équipes qui se renforcent et qui travaillent bien. Donc forcément, ça ne va pas être évident. Là, on va certainement parler de l'Olympico et donc de ce que fait l'Olympique de Marseille, mais il y a aussi Monaco qui est quand même sur un effectif et une logique assez intéressante. Rennes a bien bossé aussi. Nice, on va voir ce qu'ils vont être capables de faire jusqu'à la fin. Mais voilà, il y a toujours des surprises. On a vu l'an dernier avec Strasbourg qui a été super intéressant. Donc voilà, il va falloir être dans une forme de stabilité et de cohérence. Voir un petit peu aussi quel sera l'état des physiques. Ça sera déterminant. Si tu n'as pas de pépins ou de graves blessures, je pense que tu peux avoir un noyau relativement équilibré et qui te permette de te bagarrer. Ça ne t'offre pas des certitudes, mais il n'y en a pas en football de toute façon. Et j'attends de voir sur les derniers jours ce qui va se passer pour avoir une vision peut-être un peu plus claire. Justement, là, on va parler de l'Olympico, tu l'as dit. L'OL reste sur 2 défaites contre l'OM en Ligue 1, dont une très douloureuse l'an dernier à domicile. Comment tu vois ce choc de ce week-end? On a quand même le sentiment que là, Lyon arrive peut-être dans une meilleure dynamique. C'est justement là qu'il faut se méfier. Ouais, alors de toute façon, c'est toujours à double tranchant. Affronter une grosse équipe comme Marseille, en tout cas de l'acabit de Marseille actuelle, dans cette période de reprise, c'est intéressant parce qu'eux aussi sont en rodage. On l'a vu, ça balbutie un petit peu sur certains aspects. Ils se sont créés du doute aussi en termes d'équilibre émotionnel dans le vestiaire, etc. Donc, c'est peut-être le meilleur moment. Mais en même temps, Marseille ne viendra pas pour faire de la figuration. Ils ont de l'ambition. On sait qu'ils ont des atouts offensifs super importants. Donc, ça va être un choc animé, mais comme la plupart des Olympico maintenant, depuis quelques années, cette rivalité s'est créée, s'est renforcée et nous donne en tant que amateurs de football, passionnés de football, souvent des belles sensations. J'espère que ça sera autant animé sur le terrain qu'en tribune, avec une grosse ambiance ici au Parc OL. Et je pense qu'on devrait avoir un match intéressant. Je me souviens, tu étais aussi présent au fameux 5-5 à Gerland, si je me souviens bien. Ouais. J'étais là. Maintenant, on va passer à un joueur. C'est une nouvelle rubrique, là, c'est le focus de la semaine. Et là, j'ai envie de m'arrêter sur Tyler Morton, parce que c'est la recrue phare de l'été à Lyon. Vraiment la recrue phare, le joueur le plus cher, acheté quand même 10 millions d'euros, somme conséquente pour un club qui a plus moyen d'investir, qui arrive de Liverpool, où il n'avait pas beaucoup joué, mais où il avait une grosse cote chez les jeunes. Il vient d'être champion d'Europe espoir avec l'Angleterre. Voilà, il est sur une super dynamique. Et puis là, je t'ai mis ses stats face à Lens et face à Metz. 180 minutes jouées, impliqué sur 2 des 4 buts de l'OL. Voilà, il y a aussi la note moyenne sur but. Je lui ai attribué un 6,5, 6 au premier match, 7 au deuxième. La LFP lui a donné le titre d'homme du match face à Metz. Voilà. Quand tu vois, déjà, est-ce que tu le connaissais? Et quand tu vois ça, qu'est-ce que ça t'inspire? C'est les débuts réussis. Alors, pour dire connaître, ça sera un grand mot, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le suivre dans une certaine temporalité, mais c'est un joueur que j'avais vu en Championship, que j'ai vu aussi avec la sélection anglaise U21. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'il y a du tempérament. Alors, ce n'est pas si surprenant que ça, parce que c'est quand même un Anglais. Ils ont ce fighting spirit. Je trouve qu'au niveau technico-tactique, c'est un joueur intéressant, qui est bon dans la relance, qui a quand même une qualité de transmission qui est vraiment bonne. Je pense qu'il peut avoir encore un peu plus d'impact dans le duel. Et je pense que là, il est en train de se jauger aussi et puis de s'acclimater. Donc forcément, c'est compréhensible. Mais pour moi, c'est une recrue très cohérente, compte tenu de l'âge, etc., des perspectives d'avenir. Alors, on pourrait dire que les 10 millions sont assez élevés, quand tu sais que sa cote aujourd'hui sur un site comme Transfermarkt est plus, je crois, aux alentours de 7. Ouais, c'est ça. Mais voilà, ça arrive d'un club quand même de renom, qui a peu joué à Liverpool, certes, mais qui avait quand même des clubs derrière. Je trouve que c'est plutôt une bonne pioche. En tout cas, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Comment il va vraiment s'acclimater, prendre un petit peu la mesure de la Ligue 1, parce que c'est un championnat particulier. Et
Et je le trouve plutôt bon sous pression. Donc ça va être important pour Lyon. Il a montré sur le premier match, oui. Ouais, il est plutôt beau sous pression. Dans la verticalité, c'est assez propre. Ça peut progresser encore. Là, on voit par exemple, les 180 minutes jouées, dans 2 fautes commises. Je pense que pour un joueur de ce profil-là, c'est relativement peu. Alors, c'est un super bon signal et en même temps, il va falloir parfois il en fasse plus. Parce que dans son rôle, il va falloir qu'il fasse le ménage. Et moi, sincèrement, je trouve que c'est une recrue pertinente. Alors, on ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais je trouve que c'est plutôt une bonne pioche. Je trouve ça assez audacieux. Et je pense que Lyon avait besoin de ce petit supplément, un petit peu d'audace, un petit peu de fougue. Pour toi, c'est le joueur qui manquait à l'OL dans le milieu de terrain par rapport à l'an dernier où on a souvent critiqué le milieu de terrain malgré la très bonne saison de Tolisso. Est-ce que c'est le joueur qui manquait parce que Matic, on l'a eu en déclinant l'an dernier, on a eu Tessman qui manquait pas mal de vitesse, En fait, on avait le sentiment qu'il manquait un profil au milieu. Est-ce que c'est celui-là? Alors, ce qui est intéressant avec Morton, c'est qu'il y a plus de mobilité. Ça va un petit peu plus vite dans la réactivité. Donc, par rapport à Tessman notamment. Après, avec un Tolisso, je trouve ça assez complémentaire. Donc, joueur qui manquait dans le registre, oui. Maintenant, est-ce que c'est lui? C'est une autre question. Je pense que lui peut l'être. En toute sincérité, je pense que Tyler Morton peut être le joueur. Maintenant, il va falloir aussi être patient avec lui. C'est un jeune garçon qui doit s'acclimater à un nouveau pays, à un nouvel environnement, même si l'Angleterre, ce n'est pas l'autre bout du monde, mais c'est un autre football, surtout que lui sort quand même essentiellement de Championship, qui est un championnat beaucoup plus exigeant sur d'autres aspects, un peu moins rapide et un peu moins technique, mais dans lequel il faut savoir jouer des coudes, il faut avoir du tempérament. Et il a sorti des matchs intéressants, que ce soit à l'époque de Blackburn ou même à Hull City. Et voilà, donc pour moi, ça peut être le joueur qui manquait. Après, pour contrebalancer, tu parlais de Matic, forcément. Certes, Matic vieillissant, mais Matic expérience, sérénité, etc. Ce qu'on va peut-être ne pas retrouver pour l'instant. On en vient à la compo probable de cet Olympico et les choix qu'il va rester à faire, parce qu'il y en a pas mal en fait. C'est le dernier thème avant qu'on parle mercato, mais voilà, sur le 11 probable, il y a au moins 2 incertitudes. La présence ou non de Malik Fofana, forcément, pour raison évidente de mercato. On aurait presque pu ajouter celle de Miko Tadze, mais comme on n'a personne à mettre, eh ben, on va quand même le mettre. Et le choix du gardien. Alors la semaine passée, Paulo Fonseca s'est exprimé sur le cas du numéro 1. J'ai mis la petite phrase sur l'arrivée de Dominique Graves, son statut, et le fait qu'il estimait qu'il faudrait plusieurs semaines sans doute au Slovaque pour être prêt. Du coup, la raison pour laquelle il continuait avec Rémi Descamps. Est-ce que pour toi, ce week-end, sur l'Olympico, on continue avec Rémi Descamps, encore un match au moins, histoire de faire laisser passer la trêve, ou on lance Dominique Graves? Alors, c'est vraiment un avis purement personnel. Je ne sais pas où en est Graves aujourd'hui dans son acclimatation. Il faudrait être au quotidien dans le club et avoir tous les tenants et les aboutissants pour savoir s'il est en mesure de le faire. Mais si on occulte ça, moi, je le mettrais. Je le mettrais pour une raison simple, c'est que tu l'as acheté pour ça, qu'il y a une hiérarchie, qu'on le veuille ou non, elle est déjà établie, et que ce gardien-là, de ce que je sais de lui, de ce que j'ai pu voir de lui, je pense pas que ça lui fasse peur. C'est un gars qui a quand même une certaine maturité déjà. J'ai pu le voir en Espagne, mais je l'ai aussi vu avec la Slovaquie, etc. Et des retours que j'ai de la Slovaquie, tout le monde me dit qu'il n'y a pas de doute à avoir sur sa capacité à être prêt à l'instant T, sur sa capacité à assumer la position. Donc moi, je me dis que si tu l'as fait venir, et ça a été difficile de le faire venir, ça a pris plus de temps que prévu, c'est pour une raison. Et aujourd'hui, le meilleur test que tu puisses avoir, c'est de le mettre justement dans un Olympico et de voir si effectivement c'est le remplaçant idoine de Pedri, de voir si c'est le garçon qui va te ramener des points dans les moments fatidiques. Et moi, si j'étais coach, ou en tout cas si je faisais partie des décisionnaires lyonnais aujourd'hui,
Alors, je lui poserai la question, forcément, savoir dans quel état d'esprit il est et est-ce que physiquement il se sent prêt. Et s'il me dit oui, alors je n'hésite pas et je le mets. Ça n'enlève rien à ce qu'a fait Rémi Descamps. Mais pour moi, Rémi Descamps, il est venu pour un rôle précis aussi. Il a des choses à revendiquer, c'est vrai. Mais pour moi, Dominique, il est prévu pour ça. Et si tu veux voir si ton investissement il est tangible, bah, je ne vois pas pourquoi tu te priverais de le mettre contre Marseille. Mais justement, est-ce qu'à terme, la position de Paulo Fonseca de vouloir récompenser Descamps pour sa préparation qui était excellente, pour son début de saison où il reste sur 2 clean sheets directement, est-ce qu'à terme, ça peut quand même fragiliser l'ancien gardien de Majorque parce que dès le début, il sera observé et on se dira peut-être que s'il assure pas, on a quelqu'un qui est assuré derrière et surtout qui a fait 2 clean sheets. Alors fragiliser, je pense pas, parce qu'encore une fois, pour avoir pris certains renseignements et avoir échangé avec des gens qui le suivent un peu plus, sur l'aspect mental et son positionnement personnel, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui tremble et qui doute. Donc je pense que s'il sent une concurrence, bah, ça peut le doper, au contraire. Maintenant, est-ce que la phrase de Fonseca ou de ce qu'il en sort aujourd'hui, c'est du pur management, ou est-ce que c'est une réelle volonté de créer cette concurrence, ou en tout cas de mettre la récompense à la performance? Ça, ni toi ni moi, on peut le dire et le revendiquer. Mais j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, il se protège un petit peu parce qu'il a besoin d'avoir un groupe qui vit bien et qui sent que quand on travaille bien, on est récompensé. Mais encore une fois, pour moi, si ce gardien qui signe aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais avait d'autres sollicitations, d'autres possibilités et qui fait ce choix-là, c'est parce qu'il vient pour jouer, il vient pour prendre la place et assumer son rang. Donc, s'il doute, s'il tremble, c'est que ce n'était pas la personne qu'il fallait à l'Olympique Lyonnais. J'aimerais aussi qu'on parle du tandem Schulz-Karabech, parce que il est possible, face à l'OM, il y a un scénario, le scénario d'un départ proche de Malik Fofana. Pour l'instant, alors on précise, on est jeudi matin et c'est encore loin d'être le cas, c'est important de le préciser. Mais il y a quand même un scénario où il existe la présence des deux Tchèques dès le coup d'envoi. Est-ce que pour toi, c'est le symbole des bonnes affaires de l'été? Quel est ton avis sur ces deux joueurs, cette nouvelle filière? Parce qu'on ne la connaissait pas à Lyon, cette filière. On l'a découvert vraiment cette année avec ces deux joueurs. Ouais. Un qui vient d'Allemagne parce qu'il a fait une saison après, l'autre qui vient de République tchèque directement, qui n'est jamais sorti du pays. Ouais, il avait quand même fait des choses super intéressantes à Plzeň. Moi, c'est deux joueurs que je trouve super intéressants. Alors, pour rebondir sur le fait d'avoir exploré ou exploité cette filière, cette nouvelle filière, pour moi, c'est quelque chose de très bien. Les joueurs slaves sont des joueurs de tempérament, sont des joueurs avec un bagage technico-tactique souvent au-dessus de la moyenne. Donc, pour moi, c'est potentiellement deux très belles pioches, particulièrement Sulch, parce que je trouve qu'il a un volume de jeu super intéressant et qui c'est bosseur, c'est à la fois créatif. Donc, moi, je suis curieux de les voir évoluer. Ils ont des âges en plus qui leur permettent de nous laisser penser qu'il y a des marges de progression quand même importantes. Surtout dans un championnat comme le nôtre, où les défenses sont difficiles et donc ils vont pouvoir se tester à ce côté un peu rugueux et tactique, et donc voir un petit peu comment ils répondent à tout ça. Moi j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Je trouve que les prix de transfert sont cohérents. On n'a pas cassé la tirelire, on n'a pas pris des risques démesurés. Et le retour sur investissement peut être important, voire très important. Et puis au-delà de ça, pour l'adaptation, c'est plus facile d'en prendre deux de la même nationalité. Sur une nationalité où on n'a pas l'habitude justement de travailler à Lyon, où il n'y a pas forcément le traducteur en interne, parce qu'Isabelle, on la connaît, mais elle parle pas non plus 45 langues. Hein, elle pourra pas. Le tchèque, c'est pas ça. On sait qu'elle a beaucoup bossé pour les Brésiliens, donc
Donc voilà, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est une autre mentalité, une autre philosophie et vision du football. Les pays slaves ont une culture foot quand même importante, sont un vivier hyper important du foot européen et moderne. Donc, moi, je trouve ça pertinent, surtout si on arrive à conserver Malik Fofana. Là, ça donne encore plus de profondeur et surtout qu'on a un joueur qui était sur une dynamique hyper positive et qui malheureusement s'est blessé l'an dernier en la personne d'Ernest Noama, qui aurait pu passer ce step et donc être dans cette rotation avec ces deux garçons-là. Je trouve que là, on commence à avoir sur les côtés quelque chose d'assez intéressant et sur des garçons qui ont cette capacité à répéter les efforts, à prendre leur couloir, à créer du danger dans la dernière passe, dans la dernière zone. Donc ouais, encore une fois, moi je suis plutôt agréablement surpris par ce choix, par cette tendance-là. Et j'attends de voir, encore une fois, de les voir s'intégrer, de les voir performer. Et puis voir comment la mayonnaise va prendre aussi en complémentarité avec ce qu'ils ont autour. Parce que ils peuvent être performants, mais si devant on n'a pas l'opportunité de finir les actions ou d'alimenter, ce sera plus difficile. On va ouvrir la page Mercato, une page qui est importante en cette période, parce que là on est à 5 jours de la fin du marché. Donc là, ça commence un peu quand même à chauffer. Donc on va commencer par le point sur les départs. Voilà. Aujourd'hui, là, il y a le tableau, je t'ai mis tout le récapitulatif. Il est figé depuis quelques jours, mais il va aujourd'hui avancer avec un plus 1 million d'euros, avec le prêt avec option d'achat de Sel Koumbedi à Wolfsburg. Alors, 73,8 millions d'euros pour les départs qu'on voit là, avec une baisse de plus de 50% de la masse salariale, c'est important de le souligner. Pour toi, est-ce que le plan de dégraissage est bien réalisé? Est-ce que l'OL a bien vendu en termes de tarifs sur ce marché-là? Compte tenu du contexte du mercato dans sa globalité et de la globalisation du marché, je trouve qu'ils font quelque chose de plutôt bien. Alors moi, le bémol que j'apporterais, et ça c'est vraiment personnel, c'est je trouve que la vente de Ryan Cherki n'est pas si bonne que ça en termes de valeur. Elle a été affacturée, comme elle a été affacturée en partie, que Ryan avait une partie de son transfert, on se retrouve à seulement récupérer 31,5 millions d'euros et non 36,5. Ouais, alors ça c'est encore un autre élément. Mais même si on reste, qu'on enlève cette information-là et qu'on garde déjà les 36,5 plus bonus potentiel, pour la valeur du garçon, je trouve que comparativement avec d'autres joueurs qui ont été vendus dans d'autres clubs, etc., sur le marché européen, même à l'international, du fait que ce soit un pur produit lyonnais, que son talent n'est plus à décrire ou à exprimer. On le connaît, on sait de quoi il est capable, on sait qu'il n'a rien à envier à certains top class players de cette génération. Et je trouve que pour moi, il aurait pu être peut-être vendu un petit peu plus cher que ça. Ensuite, sur le reste, je trouve ça plutôt cohérent. Tu n'avais pas tant de joueurs à grosse valeur marchande. Il t'en reste encore 2 dans l'effectif. Exactement, il t'en reste encore 2 dans l'effectif. Est-ce que tu dois les vendre ou est-ce que tu veux les vendre? Et si oui, à quelle hauteur? Ça, c'est encore un autre débat. On parlera après. On en parlera certainement après. Mais pour moi, sur les sorties, encore une fois, compte tenu du contexte, je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien. On est dans un mercato où il n'y a pas tant de mouvements que ça, et encore moins avec des valeurs marchandes importantes, sauf sur certains cas particuliers. On a l'impression qu'aujourd'hui, il y a l'Angleterre et les autres, encore plus qu'avant, parce qu'en Espagne, on a vu sur la première journée plus de 150 joueurs ne pas être autorisés à jouer à cause des règles. Donc, comme nous, c'est un marché en crise, l'Espagne, on s'en rend compte.
Le marché italien reste ce qu'il est, toujours. Il n'a pas suivi la tendance, la courbe anglaise, et il y a le marché allemand, mais ils sont pas si nombreux que ça aussi à pouvoir y aller. Donc au final, on a le sentiment que le marché est très limité hors Arabie Saoudite et Angleterre. Ouais. Bah, alors, il y a un effet très paradoxal, c'est-à-dire qu'on est dans une ère de globalisation. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de frontières pour les transferts en termes d'opportunités de marché pour les joueurs et donc pour les agents et pour les clubs. Mais effectivement, il y a des budgets qui sont un peu plus restreints. Tu parles de l'Espagne. Bon, l'Espagne, c'est pas si récent que ça. Il y a quand même un certain nombre d'années qu'il y a des clubs qui sont quand même en difficulté. Nous, ça nous met dans une posture aujourd'hui avec les droits TV, etc., qui effectivement fragilisent tout ça. Donc, on sait que ça devient plus difficile de sortir des joueurs à certains degrés de valeur. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, ce qu'ils font là, encore une fois, on regarde la liste des joueurs qui partent. On a un Alex Lacazette qui est en fin de contrat, donc forcément, tu récupères rien. Alors que je pense qu'il aurait pu avoir une indemnité. Elle n'aurait peut-être pas été énorme parce que c'est un joueur qui a atteint un certain âge, etc. Mais qui a quand même une cote. Et je pense qu'un club comme Neom, s'il le voulait vraiment, ils auraient pu payer un transfert. Donc voilà, on a Jordan Verretou qui est vendu pour un prix entre guillemets dérisoire. Mais voilà, si on additionne tout, c'est un mercato relativement équilibré en termes de sortie. Certes, pas suffisant compte tenu des besoins de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, parce qu'on le sait qu'ils doivent récupérer encore au moins entre 30 et 40 pour être bien. Donc forcément, ça met une pression. Mais aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'ils pouvaient vraiment faire de mieux en termes de sortie. Je vous dis, pour moi, c'est juste peut-être Ryan qui pourrait peut-être avoir ajouté 5-10 et ça n'aurait pas été choquant. D'une manière générale, que penses-tu de ce premier mercato où il a réellement les pleins pouvoirs, parce qu'il a depuis un moment, de Mathieu Louis-Jean? Toi, tu as travaillé avec lui, tu le connais un petit peu? Alors, je n'ai pas fait de dossier concret avec lui. On se connaît et on se connaît par personne aussi interposée. J'observe en tant qu'agent, mais aussi en tant que passionné des marchés, des rouages du monde du foot pro. Et je trouve que ce qu'il fait, c'est bien. C'est bien parce qu'il a eu une responsabilité accrue, entre guillemets instantanée. Et on ne peut pas faire de miracle. Personne ne peut faire de miracle compte tenu des tenants et des aboutissants de la situation interne, financière, humaine. Voilà, il faut être capable de gérer cette pression, gérer les besoins. Et je trouve que du côté sortie comme du côté entrée, pour l'instant, avec ce qu'il a comme budget, avec ce qu'il a comme contrainte, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Je pense que si on lui rajoutait un petit peu plus de crédit, il serait capable de nous faire des dossiers très intéressants. Je disais, pour moi, il a de l'audace et il faut le saluer parce que beaucoup de gens sont assez timides dans cette profession parce qu'on a peur de perdre son job, parce qu'on a peur de se tromper. Et il faut avoir du flair, mais il faut faire confiance à son flair et à son instinct. Et je pense que pour l'instant, voilà, il est sur des paris relativement mesurés, notamment avec Morton. Mais il y a aussi. On va parler des arrivées. Ouais. Okay. On enchaîne sur le tableau des arrivées, justement. Ça me permet de faire une transition assez sympa. Donc, on est passé désormais à 35,58 millions d'euros investis. Donc, Lyon n'est pas si largué que ça en Ligue 1 en termes de montant, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui ont fait zéro à ce niveau-là. Pour 7 recrues, 7 arrivées déjà. Aucun joueur connaissant la Ligue 1, hors Tagliafico, pour ses arrivées. Pour toi, est-ce que l'OL a fait assez? En préambule de notre échange, j'ai dit que pour moi, il faut un autre attaquant.
de pointe. Donc, de ce point de vue-là, non, ils n'ont pas fait assez. Je renforcerai aussi un poste sur les latéraux parce que je trouve que c'est peut-être encore un peu juste. Donc, assez, non, on en veut toujours plus. Je pense qu'ils ont été limités, encore une fois, par l'aspect financier, mais aussi par cette notion de DNCG. On est maintenu, on n'est pas maintenu, même si je pense qu'en interne, tout le monde avait confiance et savait que ça allait bien se passer. Mais tu es obligé de garder une part de mesure et de te dire, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait derrière, les ventes, malheureusement, te permettent pas de capitaliser dessus. Donc ça, c'est un point quand même super important. Donc non, pour l'instant, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, mais malgré tout, il y a quand même un travail de qualité qui a été produit. Il y a des joueurs intéressants. Robin Kluivert, on n'en a pas parlé, mais ça peut être un garçon qui se révèle aussi et qui amène quelque chose. On a très très bons échos de lui, notamment en termes de vitesse, où ils ont été surpris. Il est au niveau des tout meilleurs de l'effectif, de joueurs supersoniques comme Fofana, sur la pointe de vitesse, et ça, on s'y attendait pas. Pour le coup, quand on voit le gabarit, c'est pas qu'il est aussi rapide, quoi. Exactement. Il a une forme de rapport poids-puissance qui est super intéressant. Et il a, voilà, et je pense, une ambition qui est à la hauteur de ce que Lyon peut espérer. Donc, voilà, c'est un joueur, c'est pareil, je pense que beaucoup de gens vont découvrir parce qu'ils ne l'ont pas vu à Casa Pia ou en jeune, etc. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir même en Hollande et je trouve que voilà, il y a un profil, il y a un vrai profil. Moreira, j'aime bien. J'attends de voir aussi ce que ça va donner. Donc, quand on prend toute la liste là aujourd'hui, bon, à part Aurel Mangala qu'on connaissait déjà et le petit Diawara qui potentiellement risque de partir aussi, parce que je doute qu'on lui donne sa chance. C'est dommage parce que moi je l'ai vu ici, mais je l'ai aussi vu au Havre l'an dernier. Je trouve que c'est un garçon qui a un vrai potentiel, qui a un profil technico-tactique super intéressant. Mais pour ça, il doit jouer, il faut qu'on lui fasse confiance. Et j'aurais aimé qu'on lui donne sa chance ici. C'est encore une fois, c'est qu'un avis personnel, mais j'aurais aimé qu'on lui donne sa chance parce que quand on va le chercher à Paris, il a beaucoup d'opportunités. Il fait le choix de l'Olympique Lyonnais et je pense que c'était le bon choix pour se développer, pour franchir des caps et devenir un joueur de premier rang. Et j'aimerais qu'on aille au bout de cette idée-là, mais j'en doute malheureusement. Alors, quand on voit le tableau, il y a quand même un hic, un gros hic. C'est le deuxième plus gros transfert, un transfert à 8 millions d'euros dépensé pour un joueur qui en valait peut-être 2, Matt Turner. L'ultime dernier cadavre du placard de John Textor avant de partir, il nous en a laissé un quand même. On a quand même le sentiment que cet argent, il manque aujourd'hui à l'OL pour finir son mercato. Est-ce que tu es de cet avis ? Ouais, on va pas faire de langue de bois. On n'est pas là pour ça. Encore une fois, on n'est pas là pour juger non plus, mais observer et analyser. Et je pense qu'effectivement, oui, c'est un truc qui a un dossier qui va gratter pendant quelques temps encore. Et ces 8 millions-là, ils sont forcément impactants. C'est une évidence. C'est une évidence. Maintenant, comment ça va se passer pour la suite? Est-ce que c'est un garçon qu'on arrivera à revendre et entre guillemets, compenser les pertes, ça, on le verra. Mais là, à l'instant T, évidemment, c'est plus qu'une épine dans le pied. C'est une boulette, c'est une vraie boulette. Et malheureusement, la personne concernée n'est plus là pour être, jugée. On va venir maintenant aux ventes encore espérées. Les ventes espérées. On le sait, Malik Fofana en 1. Georges Mikotadze en alternative, malheureusement.
Le club n'a pas spécialement envie de le vendre, mais si Malik ne part pas, ça peut être Georges. Il y a aussi plusieurs joueurs, donc 4 joueurs en particulier que Lyon aimerait bien céder. Enzo Molébé, Mamadou Diawara, on en a parlé, Mathieu Patouillet parce qu'il a plus qu'1 an de contrat, et bien sûr le lofter Paul Akwaku. Voilà, il y a 40 millions d'euros à trouver et on sait que c'est plutôt d'ici décembre pour éviter d'avoir à piocher dans la garantie. Bon, j'ai pas mis dans la liste Sel Koumbedi parce qu'il va partir et que c'est une question de temps court. Et Ouais, j'ai pas mis non plus dans la liste Tanner Tessman. Parce que Tanner Tessman, j'estime qu'à 15 millions d'euros, ce qui est le prix fixé par l'OL, ça sera quand même difficile de le faire partir. Donc voilà. Déjà, la question que j'ai envie de te poser, c'est pour toi, qui va partir dans cette liste? Est-ce que tu vois beaucoup de départs dans ces joueurs-là? Je pense pas. Je pense pas. Je pense que ni Fofana ni Mikotadze ont émis une réelle volonté de partir. Déjà, c'est un premier point. Je te confirme, c'est tout l'inverse. Voilà. Donc, à moins qu'un club se manifeste pour l'un des deux et que le projet sportif, que l'équilibre financier pour le joueur comme pour le club, tout le monde s'y retrouve réellement et que ça incite, que ce soit Malik ou Georges, à partir, pour l'instant, pour moi, je ne les vois pas partir. Voilà ce que je pense. Et je pense qu'il ne faut pas qu'ils partent. C'est encore un autre point. Parce qu'on en a besoin. Lyon va en avoir besoin. Le petit Fofana, il s'est révélé et je pense qu'il a encore tellement de choses à montrer dans cette Ligue 1 et que cette valeur aujourd'hui estimée de 40 millions, pour moi, elle peut grimper fortement avec une saison de plus. En ce qui concerne Mikotadze, je trouve que c'est un peu tôt pour qu'il parte parce qu'il est arrivé il n'y a pas si longtemps et que ça serait la première saison sans Lacazette pour qu'il puisse réellement s'imposer comme le réel numéro 9 de l'Olympique Lyonnais. Il en a tant rêvé que ça serait dommage. Maintenant, encore une fois, si une opportunité de marché se manifeste pour le club, mais aussi pour lui, et que lui, ça parle de Villarreal et de Brentford. Hein. C'est quand même pas des clubs qui devraient le faire rêver. Exactement. C'est pour ça que sans préjuger de quoi que ce soit, ni de leurs intentions, ni de la valeur des potentiels clubs, pour moi, aujourd'hui, Lyon doit trouver les ressources internes et faire ce sacrifice d'attendre encore un peu de temps pour vendre ces deux garçons-là. Pour les supporters lyonnais qui ont besoin d'avoir ce type de joueur-là, notamment Georges qui est un Lyonnais pur souche et qui le revendique. Je pense qu'on a un besoin d'identité aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais parce qu'on en a perdu quand même pas mal à travers les années et c'est important. On le sait, un club ne peut pas bien fonctionner s'il perd son identité parce qu'il va en négliger la culture club. C'est ce qui s'est un petit peu passé ces dernières années. Et donc, la vision qu'on va vouloir donner à notre projet n'aura pas de sens. À partir de là, on le voit déjà avec le centre de formation qui alimente un peu moins l'équipe pro. Pour les gens d'ici, pour les vrais supporters, ça commence à être un manque. Et même sur les ressources financières, parce que ce qui a fait qu'à un moment donné, Lyon pouvait se permettre de faire certains transferts, c'était aussi nos purs produits lyonnais. Et là, pour l'instant, on n'en a pas vraiment. Donc, un garçon comme Malik Fofana, est-ce qu'on peut le considérer en post-formation comme un produit lyonnais? J'ai envie de dire oui, parce que ça reste un très jeune joueur. Et donc, il faut qu'on lui donne cette chance et qu'on se donne cette chance de le garder une année de plus, de le faire rayonner au niveau européen pour que ces 40 millions se transforment en 60 ou je ne sais combien et que lui se sente prêt à partir aussi, qu'il en ait la volonté, que l'Olympique Lyonnais ne soit pas que dans une obligation de vendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà, après sur les autres, Molébé 5-10, c'est un joueur super intéressant. Si Lyon en obtient 5 avec un très bon bonus et un bon pourcentage à la revente, je pense que c'est déjà pas mal, parce que c'est un jeune garçon. Je parlais de Diawara, pour moi, voilà, la fourchette de 2-4 millions. À mon avis, ça se situera plus
aux alentours des 1,52 en cas de départ et avec des bonus. Aujourd'hui, Et voilà, mais donc 40 millions à trouver d'ici décembre. Aujourd'hui, sur ces joueurs-là, bah, si tu veux pas faire de sacrifice et être dans une forme de frustration, parce que c'est pareil, tu perds Mikotadze aujourd'hui, comment tu remplaces? Parce que c'est pas ça, juste un, il y mais a il t'en deux faudra joueurs. deux, parce qu'aujourd'hui, il faut deux. Et sachant qu'une partie de l'argent ne reviendra pas dans les transferts, tu te mets dans une posture quand même très compliquée. Donc, on va en venir justement aux arrivées possibles, parce que tu as tout dit, là, tu as très bien résumé la situation. Les arrivées possibles. Alors, il y a deux postes, on l'a dit. Là, c'est vraiment la vision club. Il y a deux postes. L'ailier droit, plutôt créatif, et c'est un titulaire qui est recherché. L'avant-centre athlétique, qui est censé doubler Mikotadze. On va éviter d'en avoir besoin de deux. Si Malik s'en va, un ailier gauche, a priori, il sera recherché, même s'il y aura vraiment une réflexion pour savoir si on peut faire avec les ressources sur place, avec Pavel Schutz, notamment, qui est un intérieur gauche. Et ça, c'est une nouveauté, parce que le club ne l'envisageait pas jusqu'alors, mais l'arrivée peut-être d'un central qui peut aussi évoluer à droite, parce que justement, il y a la CAN, et cette CAN, elle fait un tout petit peu peur à l'OL quand même, avec justement le fait que les deux centraux titulaires vont y participer, un avec l'Angola, l'autre avec le Sénégal. Bon, l'Angola, on peut le récupérer rapidement, on va pas se mentir, mais le Sénégal, ça sera peut-être plus compliqué de les voir revenir, et surtout, les deux manqueront le match de Monaco, première journée de 2026, donc à Monaco, c'est quand même un gros match. Est-ce que pour toi, les plans de l'OL et les priorités te semblent cohérentes? Alors, sur les postes offensifs, évidemment, l'attaquant de pointe, pour moi, c'est une évidence. Sur les côtés, j'attendrai de voir si Fofana part ou pas. S'il ne part pas, je ne suis pas sûr qu'il y ait un réel besoin sur les ailes. Moi, le poste de défenseur central, oui. Par contre, encore une fois, j'essaierai de trouver un profil capable de jouer aussi en latéral. Parce que pour moi, il n'y a pas suffisamment aujourd'hui sur ce poste-là. Encore une fois, c'est que mon avis. Mais évidemment, le poste de 9, aujourd'hui, tu ne peux pas te dire que tu as perdu Alex. Pardon? Mais pour toi, le poste, je reviens juste sur le poste d'ailier droit, qui est quand même la priorité absolue de Paulo Fonseca, qui n'arrête pas de le répéter. Pour toi, c'est pas nécessaire, on peut tenir avec les joueurs actuels. On a quand même vu sur les premières journées qu'on avait Maitland Niles ailier droit. Et ça a posé problème. Alors, on a besoin, mais moi, ma question, elle est plus de se dire, est-ce que dans ce que tu n'as pas la possibilité de tester quelque chose? Est-ce que l'argent que tu dois investir, sachant que tu en as peu, est-ce que tu ne dois pas être un peu plus stratégique et donc prendre peut-être un garçon capable de jouer en pointe, mais aussi jouer côté droit? Parce que tu sais que normalement, Mikotadze, s'il reste, c'est ton neuf indiscutable. Et donc, le neuf que tu veux ramener, s'il a la capacité de jouer sur le côté droit, ça pourrait être intéressant. Et sur ce marché, est-ce que tu vois des postes justement compliqués à dénicher dans la liste? Est-ce que tu as des canards à 5 pattes, comme on aime dire? Ouais, l'avant-centre, je présume. L'avant-centre athlétique. Ouais, bah oui, forcément, parce que bon, de toute façon, chaque mercato, que ce soit d'hiver ou d'été, c'est toujours pareil. Nous, on ne demande toujours que des attaquants, 80%. Maintenant, voilà, ces joueurs-là ont une valeur. Et aujourd'hui, pour avoir un joueur qui soit capable de suppléer Mikotadze sans prise de risque, tu n'as pas les moyens financiers. Ou alors, il faut faire un choix et te dire que tu vas prendre un garçon qui a de l'expérience, qui potentiellement, suivant des considérations de certains, est potentiellement sur le déclin, mais qui peut venir amener quelque chose de différent en termes d'expérience, en termes de leadership, de complémentarité, et donc d'insuffler peut-être quelque chose de plus. Si tu veux pas ça et que tu veux un joueur à forte valeur,
Aujourd'hui, c'est hors budget pour l'Olympique Lyonnais. Donc, Surtout que sur les voilà, il faut profils. être très, très, très créatif. Surtout que sur les profils, quand on regarde les profils qui ont été refusés par la cellule, il y a des joueurs comme Pouloulou de Jagiellonia, le club polonais qui a fini meilleur buteur Ouais. de la conférence. Et c'est des profils qui n'ont même pas été étudiés. Preuve qu'ils sont très, très, très poussés sur le profil athlétique du joueur. Parce que c'était un profil typiquement Lacazette, similaire, quoi. Donc, Ouais, non, je pense que bah là, bon, ils ont une envie d'avoir peut-être un attaquant un peu plus grand, un peu plus capable de peser par son physique. Ce qui est cohérent du fait de ce que tu as aujourd'hui. Maintenant, il y a des équipes qui n'ont pas ce genre d'attaquant-là et qui ont des attaquants plus petits, peut-être plus mobiles, etc. et pour qui ça tourne. Donc, tout dépend ce que va attendre le coach et ce qu'il veut mettre en place. Mais encore une fois, l'attaquant avec de l'envergure, avec de la stat, avec une capacité de venir comme un challenger dans un premier temps, etc., il ne court pas les rues. Et quand tu le trouves, il faut avoir les moyens financiers de le faire et de le convaincre de venir pour ce projet-là. Donc, il y a des idées, c'est sûr qu'il y a des idées. Mais par exemple, même sur un joueur de côté qui peut jouer pointe, il y a le petit Dango Ouattara qui était à Bournemouth, qui vient de signer à Brentford. Pour moi, c'était une idée, tu vois. Si après, tu cherches à remplacer... Il a quand même signé pour 42 millions, donc ça situe Exactement. aussi. Non, mais c'est pour ça. Volontairement, je vais sur ce profil-là pour qu'à un moment donné, on arrive à contrebalancer et se dire qu'aujourd'hui, pour un joueur d'un certain niveau et d'une certaine versatilité, en tout cas de ce qu'il peut apporter, bah, il faut y mettre un certain prix. Et si ce n'est pas le prix, bah, il faut être très créatif ou prendre des risques encore plus importants et donc aller le chercher peut-être dans des zones différentes, sans se focus sur le data de ce qu'il a eu sur les 2-3 précédentes saisons, parce qu'encore une fois, c'est contextuel. S'il est dans un championnat mineur ou dit exotique, bah, c'est plus difficile de l'évaluer. Mais voilà, donc moi, j'essaierai de trouver voilà, l'équilibre entre les deux et de trouver un garçon qui peut jouer ces deux postes-là. Il y en a, ça existe. Et ça pourrait permettre justement d'être dans une gestion de l'effectif un peu moins contraignante pour le coach en termes d'ego, en termes de gestion des temps de jeu, etc. Voilà ce que je tenterai personnellement. On va venir à la rumeur du moment, parce que c'est justement l'ailier droit créatif. C'est Facundo Buenanote, l'ailier droit de Brighton. Est-ce que c'est l'ailier idéal? Alors tout d'abord, il faut préciser l'état du dossier. Lyon est d'accord avec le joueur, mais c'est Brighton qui préfère le prêter à un club de première ligue en priorité pour qu'il ait la nationalité, vu qu'il est à 1 an de l'obtenir. Il y a Nottingham dessus, il ne veut pas y aller. Il y a le Borussia Dortmund dessus, il ne veut pas y aller. Et dernièrement, il y a Leeds et West Ham qui sont dessus. Tout dépend de lui là-dessus. Et aujourd'hui, on en est là. J'ai mis le profil technique du joueur. Et d'ailleurs, je remercie l'excellent site Datascout et Alexis pour ce visuel de grande qualité, parce que c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup. Et on l'a eu il n'y a pas si longtemps dans l'émission. Donc voilà, une petite dédicace. Déjà, est-ce que tu penses qu'on est sur le bon profil en allant sur Buenanote? Bon, si on occulte ce que je viens de dire sur le côté oui, toi, je sais que tu as préféré un avant-centre polyvalent. C'est un super joueur. Moi, j'aime beaucoup. L'idée du prêt, c'est pertinent. C'est un garçon qui a des crochets courts dévastateurs, qui est capable de créer du danger dans les petits espaces, etc. Maintenant, ça me semble difficile parce que je ne suis pas sûr que Brighton lâche, à moins que le joueur soit convaincu vraiment par le projet lyonnais et force ce possible prêt. Après, d'un point de vue purement footballistique, oui, c'est pertinent, c'est très pertinent, puisqu'il a des caractéristiques qui lui permettront de s'exprimer ici en Ligue 1 et d'amener cette créativité,
cette dose de folie un petit peu dans le dribble, etc. Et ça peut être très intéressant pour l'Olympique Lyonnais. Ce qu'on constate, c'est que c'est encore un joueur d'intensité. Il n'y a que des joueurs d'intensité dans le mercato lyonnais pour l'instant. On a le sentiment que c'est une vraie volonté de Fonseca. Il a appuyé sur ce manque l'an dernier et aujourd'hui, on lui fait un mercato pure intensité sur les recrues. Donc, on écoute ces demandes et quelque part, ça veut dire que la synergie entre la direction sportive et le staff, elle est plutôt bonne. Est-ce que, c'est ce que je disais précédemment, est-ce que ça sera complémentaire? Est-ce que ça ne sera pas un peu du surdosage? J'en ai un peu peur parce que, je le disais tout à l'heure, on a un joueur sur le flanc aujourd'hui qui, je lui souhaite, va revenir le plus vite possible et avec les meilleures conditions possibles, c'est Ernest Noama. Normalement, c'est décembre le retour et prêt pour janvier, quoi. Voilà, et Ernest est aussi un peu dans ce registre-là, donc j'ai peur qu'on empile un petit peu des profils un peu trop identiques. C'est encore une fois que mon avis, que mon humble avis. Juste avant de passer à la dernière partie qui te concerne, on va faire un petit tour sur le calendrier. Donc évidemment, ce week-end, le match qu'on attend tous, l'Olympico, dimanche soir. Au retour de la trêve internationale, on ira à Rennes. Match compliqué, mais bonne nouvelle, on le sait depuis hier soir, il n'y aura pas Mady Camara, qui est suspendu. Alors pour Lyon, c'est une très très bonne nouvelle, parce qu'il a souvent fait du mal. Ensuite, réception du SCO d'Angers, juste avant d'entrer en Europa League. Donc 2 journées dans le mois à venir, 2 journées dont, au milieu, le match de Lille, donc match entre Européens au milieu, déplacement à Lille, périlleux. On précise que le tirage au sort de la Ligue Europa a lieu ce vendredi à 13h, donc demain. Donc voilà. Et on va passer à ta partie sur le grill. Alors, je t'ai mis avec la photo que tu m'as envoyée avec Dédé. Je me suis dit que c'était très représentatif. Donc on s'est connus en 2008 et tu venais d'obtenir ta licence d'agent. C'est à ce moment-là que tu lançais vraiment ton activité. Comment t'es arrivé dans le métier à l'époque? Alors, comme je le dis à tout le monde, quand on me demande un petit peu la même question, je pars du principe que la vie, elle est faite de rencontres et donc potentiellement d'opportunités. Dans mon adolescence, j'ai eu la chance d'être rapidement en lien avec Abedi Pelé, qui m'a repéré et qui m'a pris sous son aile. Et son agent de l'époque était Monsieur Pape Diouf, paix à son âme, qui m'a permis de comprendre un petit peu ce qu'allait être le métier d'agent, parce qu'à l'époque, ça n'était pas encore réellement, il n'y avait pas toutes ces conditions aujourd'hui juridiques, administratives, etc. Et quand j'ai décidé, moi, d'arrêter de jouer et de reprendre les études, la question s'est vite posée de qu'est-ce que je veux réellement faire de ma vie, et que ce soit Abedi comme Pape et puis d'autres personnes que j'avais eu la chance de rencontrer sur ce chemin-là, même Bernard Tapie ou des personnes d'ici de Lyon, m'ont tout de suite dit qu'ils ne me voyaient pas vivre professionnellement sans le football. Et à juste titre, parce que la passion était tellement importante, dévorante, que il n'y avait pas 36 000 solutions. C'était peut-être faire ce que tu fais toi, être journaliste sportif ou entraîneur, etc. Et j'avais déjà, je pense, une fibre pour l'accompagnement, pour le management, comme on l'appelle, même si c'est un terme parfois un peu galvaudé. Donc Pape m'a rapidement dit, voilà, si tu veux faire agent, maintenant il y a la licence, donc il va falloir que tu te prépares à cette licence-là. Et puis il va falloir que tu fasses tes armes, il va falloir que tu t'étoffes dans ton bagage, qui soit juridique, qui soit en termes de capacité de négociation, mais aussi en capacité de gestion de carrière, d'accompagnement, parce que c'est un métier hyper vaste. On a tendance à penser que ce n'est pas un métier, que les gens pensent qu'on fait de l'argent sur le dos des joueurs, etc. Et encore plus moi à mon époque, parce que c'était peu connu
les choses ont changé. Je pense qu'on en parlera un petit peu après. Mais voilà comment je démarre en fait quand Pape me propose de l'accompagner, d'être entre guillemets un stagiaire. Je le suis, je vois un petit peu comment ça se passe. Je vais dans les clubs avec lui. Et puis après, quand il arrête d'être agent, il me permet aussi de faire un stage à l'époque en tant que scout à l'Olympique de Marseille pour développer aussi mon œil, comprendre un petit peu comment ça se passe pour aller choisir des joueurs. Et voilà, donc j'ai décidé après en 2007 de passer ma licence, que j'ai obtenue tout de suite, et puis de créer ma première agence ici à Lyon, avec voilà, rapidement certains contrats. J'ai eu de la chance, pourtant Pape m'avait dit il te faudra au moins 5 ans voilà, pour exister dans ce milieu-là, ou en tout cas pour avoir une certaine base. J'ai eu énormément de chance de pouvoir démarrer assez vite, notamment voilà, avec les frères Ayou ou d'autres contrats à l'Olympique de Marseille, ici aussi à Lyon, et puis d'autres. Justement, en plus, tu démarres avec André qui est au sommet à l'époque. Quasiment. Pas qui, ouais, qui arrive, bon, qui arrive quand je fais mes premières armes, il est même encore au centre de formation. Son frère arrive l'année d'après. J'ai Kevin Osei que je fais signer aussi, et le petit Alexander Ndumbu qui passe aussi en professionnel avec un contrat élite à l'époque, etc. Donc, ça va assez vite. Ça va assez vite sur ça, sur le fait de comprendre comment ça fonctionne réellement, d'être investi et effectivement avec un, voire 2 dossiers quand même importants. C'est pas donné à tout le monde quand on se lance, et ça, j'en suis extrêmement conscient et reconnaissant. Et puis voilà, petit à petit, tu vas un peu plus loin, tu élargis le spectre, autant en termes de réseau, et puis tu vas voir ce qui se passe aussi dans d'autres pays, parce que encore une fois, c'était déjà les débuts à l'époque, mais encore plus aujourd'hui, on est dans une globalisation de marché, et donc il n'y a plus de barrières. Tu peux aller trouver des joueurs dans n'importe quel pays, faire des deals dans n'importe quel pays, et que ce soit intéressant, autant humainement, financièrement, sportivement, etc. Donc, c'est un enrichissement après à la fin. Et voilà. Donc, après, sur la pénétration de marché et comment je rentre dans ce milieu-là, je pense que je l'ai exprimé. Et puis, on est toujours dedans. On est toujours dedans parce que c'est un métier passion. Et en 2013, j'ai eu une opportunité, une personne qui s'appelle Bouna Ndiaye, qui est une référence dans le management du sport, et qui avait une structure qui s'appelle Comsport, qui s'appelle toujours Comsport, qui était leader européen dans le basket, avec tous les joueurs français en NBA, Nico Batum, Rudy Gobert, Evan Fournier, aujourd'hui Wembanyama, etc., est venu me solliciter pour qu'on fasse un département football. Et donc, on avait voilà, cette possibilité de voir aussi comment ça se passe côté américain, parce qu'on avait une base ici à Paris et une base à Dallas. Donc, ça m'a permis de voir un petit peu le management dans son entièreté et avec une vision un peu plus périphérique à l'américaine. Et donc, d'aller chercher des clés, des outils pour me renforcer, pour aller plus loin dans mes stratégies, pour être meilleur dans mes accompagnements. Et voilà. Et puis, en 2018, j'ai décidé de repartir sur un projet plus personnel qui existe toujours aujourd'hui. Et puis, d'autres projets sont en cours. Donc voilà. Justement, toi, tu es lyonnais, on l'a dit. Ce week-end, il y a un Noël-OM. Tu as aussi quand même des vraies connexions avec Marseille. Pour toi, c'était plus facile de bosser avec quel Olympique? Eh ben, quand des fois on te donne certaines maximes ou certains adages, soit tu les comprends pas, soit tu te dis mais pourquoi on me dit ça? Et quand on te dit nul n'est prophète en son pays, j'ai tendance à penser que c'est réel, parce que pour l'instant, j'ai fait beaucoup plus de vrais dossiers avec l'Olympique de Marseille que j'ai pu en faire avec l'Olympique lyonnais, alors que je suis lyonnais, j'aime mon club. Après, je suis neutre par mon métier, mais comme je parlais d'identité tout à l'heure, je m'inclus dedans. Mais donc, facile. En fait, je pense qu'aucun club n'est facile ou aucun club n'est complètement difficile. À l'époque, quand j'ai démarré en poste à l'Olympique de Marseille, il y avait une personne qui s'appelle José Anigo, et tout le monde te disait c'est impossible de faire un deal avec José, c'est trop compliqué, etc., etc. Et moi, je n'ai eu aucun problème, au même titre que travailler avec une personne comme le boss Jean-Michel Aulas.
ça peut être difficile pour certains, comme ça peut être ultra facile, parce qu'en fait, c'est des gens intelligents, c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Et quand tu leur proposes ou quand tu as ce qu'il faut à leur proposer, bah, ils ont suffisamment d'intelligence pour aller jusqu'au bout du processus. Et voilà, donc aujourd'hui, si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir encore eu une figure ici à l'Olympique Lyonnais. J'espère que ça arrivera parce que j'ai envie de m'asseoir dans ce stade en ayant un de mes clients protégés ou poulains, on appelle ça comme on veut, qui brille ici, dans ce club-là, qui fait rayonner la ville. Et j'espère que ça va m'arriver. Le milieu du foot est quand même réputé très dur pour les petites structures face aux grosses agences, hein, on va pas se mentir. Toi, tu as maintenant 18 ans de longévité. Comment on survit dans ce milieu? Alors, déjà, je pense par ton intégrité, déjà. Tu ne peux pas durer si tu ne sais pas ce que tu fais. Je pense qu'il y a une forme de compétence à avoir, de recul sur ce qu'on fait, sur le marché, sur notre rôle profond. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est hyper vaste. Évidemment, il y a la gestion de contrat, les transferts, etc. Mais il y a une gestion du quotidien. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aime faire. C'est ce qui m'a porté jusqu'à aujourd'hui. C'est la passion du football, mais aussi la passion d'emmener quelqu'un d'un point A jusqu'à sa destination. Donc, dans l'accompagnement potentiellement longue durée. Aujourd'hui, malheureusement, ça devient de plus en plus difficile, ça. Parce que voilà, certains aspects du métier et de la professionnalisation du football ont changé. Quand notre ami Mbappé a dit cette phrase, le football a changé, beaucoup d'entre nous ont rigolé ou ont trouvé ça un petit peu abusé. Pourtant, c'est réel. Pourtant, c'est hyper réel. Et si le football a changé, alors évidemment que tout ce qui est autour du football a changé aussi, nous y compris, les agents. Et ce qui nous fait fonctionner. Donc, la longévité, elle tient à ta passion, elle tient à ta capacité à encaisser les coups, parce que tu vas en prendre. Des trahisons, des déceptions, etc. On en a tous eu, à des degrés différents. De la frustration, parce que des fois, tu as beaucoup travaillé pour certains deals, certaines opérations, et pour X raisons, ça ne se fait pas, et il faut le digérer. Des carrières qui ne se passent pas comme elles auraient pu se passer parce que blessure, parce que coup du sort, etc. Ou des joueurs qui parfois même décident d'arrêter d'eux-mêmes parce que voilà, il manque quelque chose. Donc ça, il faut le gérer aussi. Et aujourd'hui, pour l'aspect concurrentiel, je pense qu'il faut être capable d'avoir un réseau. Ça, c'est l'évidence de ce métier-là, mais surtout d'être capable de collaborer. Aujourd'hui, tu disais, beaucoup de superstructures sont en place et on va dire contrôlent une grosse partie du marché. Pourquoi? C'est que beaucoup de petites structures ont été avalées. Donc, c'est des fusions, etc. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec certaines agences qui ont une forme de monopole, mais ça n'empêche pas de travailler. C'est-à-dire qu'on peut le faire en termes de gestion de carrière et donc d'avoir ses propres clients et de gérer ces dossiers de A à Z, comme on peut faire de l'intermédiation. Moi, sur les dernières années, j'ai fait beaucoup plus d'intermédiation que j'en faisais avant. Alors, pour des raisons plus personnelles, parce qu'il m'est arrivé des événements dans ma vie qui ont fait que j'ai dû changer un petit peu ma façon de travailler. En toute transparence, j'ai perdu mon enfant il y a 3 ans, alors que j'étais en train de développer une structure au Qatar, etc., en pleine période de Coupe du Monde. Donc, j'ai changé mes plans. Et forcément, tu te dis, bon, il faut que je continue d'exister, il faut que je continue de travailler, de faire ce que je sais faire, et il faut que je le fasse peut-être d'une manière un petit peu différente. Donc, moi qui aime faire vraiment de la gestion de carrière, j'en ai fait peut-être un peu moins, j'ai gardé mes clients historiques, et puis j'ai fait plus d'intermédiation, c'est-à-dire aller mettre en rapport des clubs ou des agents avec un club pour apporter des contrats et des deals. Et donc, c'est une manière aussi d'exister pour certains agents. Donc là, je pense que cette profession, aujourd'hui, elle devient plus accessible pour les jeunes qui veulent se lancer, et c'est une bonne chose. Il y a des écoles et des instituts qui permettent de se préparer à la licence.
chose qui n'existait pas dans notre époque à nous. La FIFA, entre-temps, en 2015, avait enlevé la licence. Alors nous, en France, on l'a gardée. Ils l'ont remise il y a 1 an et demi maintenant. Mais l'examen est relativement plus simple. Même celui de la FFF est relativement plus simple que de mon époque, pour une raison simple, c'est que nous, on passait l'examen partie générale, donc juridique, etc., et spécifique football tout le même jour. Aujourd'hui, c'est 6 mois d'intervalle, donc tu as le temps de te préparer, etc. Oui, tu peux préparer l'un puis l'autre. Exactement. Donc, ça suscite des vocations. Je pense que c'est un métier qui fait toujours un peu fantasmer. On l'a vu dernièrement avec le film fait par Jamel Debbouze, qui montre des réalités et en même temps va peut-être un peu trop loin dans certaines choses. Et nous pointe aussi encore un peu du doigt. Je pense que voilà, la longévité, elle tient à qui tu es, qui tu veux être dans ce métier-là, quel type de client tu veux représenter, et essayer de travailler avec des gens qui sont à ton image, quoi. Donc, je m'estime très chanceux et privilégié d'avoir pu faire maintenant 18 ans, j'allais dire 20, parce que avant la licence, j'étais déjà dans cette projection. Et donc, je croise quelques anciens comme moi maintenant, même si je suis encore assez jeune, mais dans le métier, on fait partie des anciens. Et puis, il y en a d'autres qui ont su se renouveler. Et puis, il y a une nouvelle vague qui arrive. Comment tu as vécu l'impact des projets Mbappé avec l'influence accrue des familles dans ta profession? C'est contraignant, ça. Alors, pour moi, il faut le décomposer. La notion de projet Mbappé, elle a deux. Dans ce que tu viens de dire là, elle a deux facettes. C'est-à-dire que les entourages qui ont voulu être plus investis dans la gestion de carrière de leurs frères, leurs fils, etc., ça ne date pas du projet Mbappé. Ça a déjà commencé il y a une bonne dizaine d'années, voire peut-être même plus. Maintenant, ce qui fait que c'est un peu plus profond, c'est que les joueurs ont laissé la possibilité de prendre de la place à leur famille, à leurs entourages. Des fois, c'est des amis, des fois, enfin, peu importe. Et cette notion de projet Mbappé, elle a encore un autre degré, c'est qu'aujourd'hui, ça commence très tôt. Ça commence très, très tôt, voire beaucoup trop tôt. Aujourd'hui, on a des parents, et ça m'est arrivé encore il n'y a pas si longtemps, qui te contactent pour un garçon qui a 7, 8 ans. Et là, c'est choquant. Pour moi, qui suis de l'ancienne école, ouais, ça me choque. Ça me dérange. Ça me dérange parce que, aussi talentueux soit-il, c'est un enfant. Et un enfant, il a besoin de s'amuser, il a besoin de se développer, de faire du foot avec du rêve, parce que sans rêve, il ne se passe rien, mais sans les contraintes de... Aujourd'hui, il y a des gamins, celui dont je parle là, les parents m'ont contacté, ils m'ont dit que le petit, il avait déjà un coach personnel, qu'il avait un analyste vidéo, qui lui faisait des retours sur ses matchs, etc., etc. Et ma question, elle a été très simple, c'est de dire, mais il s'amuse quand, l'enfant? C'est aussi simple que ça. Parce que peut-être qu'à 10 ans ou à 12 ans, dans son école, il a des copains qui font un autre sport, et pour être avec ses copains, il lâche le football. Parce qu'il se dira, ouais, mais là, en fait, il n'y a plus de fun, il n'y a plus rien. Et ça, c'est hyper triste. Quand on vous envoie des maquettes vidéo, etc., de gamins comme ça, moi, personnellement, ça me dérange. Donc, comme il a dit, Mbappé, puisqu'on revient sur la personne du projet Mbappé, le football, il a changé. Donc, nous, on doit s'adapter à ça. On doit s'adapter, on doit être en permanence sur de la projection, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour être performant ou accompagner nos joueurs dans la performance, mais aussi pour éviter ce genre de problématiques liées à l'appât du gain, liées au fantasme et à l'impact des réseaux sociaux et de tout ce que ça génère. Parce qu'aujourd'hui, la visibilité accordée à un joueur, elle est aussi liée à la technologie, chose qu'on n'avait pas encore avant. Donc, dans notre accompagnement, on s'adapte aussi par rapport à tout ça. Et
Et voilà, donc je ne sais pas jusqu'où ça ira. Je ne sais pas. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'espère que ce soit les gamins comme les parents comprendront qu'il y a un temps pour tout, qu'il y a un chemin pour chacun, et que même si on y met des moyens faramineux, etc., pour certains d'entre eux, bah, ça ne passera pas. Donc soyons rationnels, soyons cohérents, soyons dans le respect de ce sport magnifique qui est le football et qui nous tient tous, et des valeurs, voilà, humaines, parce qu'à un moment donné, voilà, il faut pas faire n'importe quoi. Juste pour finir, comment tu vois l'avenir de ton métier? Parce qu'il a quand même beaucoup évolué, on l'a dit. La suite, c'est quoi? Comment Eh ben, il y a beaucoup de paramètres qui vont faire que c'est un métier qui soit va se structurer de plus en plus et va devenir réellement un métier à proprement dit, avec peut-être un code APE, etc., pour nous Français qui ont ce genre de registre. Soit c'est un métier qui va pas mourir, mais devoir se transformer. On a notamment, par exemple, le cas Lassana Diarra, qui est en cours de décision, qui peut changer notre métier à nous aussi. Parce que s'il n'y a plus de transfert payant, bah forcément, déjà, nous, on va être amené à travailler différemment, à être rémunéré différemment, etc., etc. Derrière, il faut qu'il y ait une régulation de marché. Aujourd'hui, en France, licenciés, je n'ai pas le chiffre exact parce que je ne regarde pas, je ne fais pas de veille là-dessus, mais il y a environ, je crois, 500 et quelques agents licenciés. Combien il y a de joueurs professionnels? Donc, à un moment donné, il va falloir… Tu as 2 divisions et demie en France. Donc, Comment? tu as 2 divisions et demie en France pour le professionnalisme. Exactement. Donc, forcément, mais bon, on le souhaite, en tout cas, on le souhaite parce que c'est important, je pense, pour les clubs, pour les jeunes. Il y a moins de clubs dans les divisions en plus. Exactement. Ils ont baissé le nombre. Donc, plus à 20. Et tu as de moins en moins de joueurs, on va dire, nationaux, encore une fois, globalisation de marché, beaucoup de joueurs étrangers, etc. Donc, tu n'es pas forcément concerné, toi, en tant qu'agent français, dans le système. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il y a une saturation de marché qui va arriver ou qui est déjà là? Probablement oui. Sur les 500, on est peut-être 100 à travailler réellement, à vivre réellement de ça, et puis les taux se restreignent en fonction du degré de rentabilité. Derrière, il y a les conseillers sportifs, il y a les avocats mandataires sportifs, etc., etc. Donc, effectivement, c'est beaucoup de monde dans ce petit milieu, parce qu'au final, c'est un petit milieu. Et forcément, peut-être que les choses vont devoir bouger. Est-ce que les instances fédérales vont encore réformer à nouveau? Je pense que oui. Cette volonté d'avoir remis la licence, c'était pour enlever la forme d'intermédiaire, mais en réalité, bon, ça n'a pas changé grand-chose. Mais encore une fois, c'est plus au niveau des décisions juridiques internationales d'un effet Diarra, par exemple, qui peut changer aussi notre profession. Et donc peut-être amener les instances à réguler encore une fois, à réglementer différemment. Peut-être qu'on va venir aussi un jour ou l'autre à un système un peu plus à l'américaine avec des drafts. Et donc le rôle de l'agent sera encore différent, puisque dans la draft, on le sait, en tout cas pour les gens qui ne le savent pas, je vais donner cette information-là, c'est que sur un premier contrat, un agent ne négocie rien sur un deal, que ce soit en MLS, en NBA, etc., sur le système de draft, puisque c'est un contrat type imposé par la Ligue, et donc il n'y a pas de négociation possible. Donc l'agent n'est pas rémunéré. Donc il faut attendre le next step et le premier contrat, on va dire, négocié. Donc si on vient à ça, alors la matrice va encore changer aussi, ce qui est possible. Donc on verra. On verra. En tout cas, je te remercie. C'était une belle émission. Merci pour l'Olympico, pour ta sincérité aussi, parce que c'est toujours un plaisir de t'avoir là-dessus, parce qu'on sait que toi, tu fais pas de langue de bois. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On fera le bilan du mercato. Et sans doute avec aussi un autre agent d'expérience. Pour l'instant, je maintiens le suspense, mais voilà. De très grande expérience, là, parce que je crois qu'on est sur de l'expérience. Plus. Voilà, une génération encore avant toi.
Ouais, les précurseurs. Les précurseurs. Voilà. Je voudrais juste déjà te remercier, mais aussi avoir une pensée pour Monsieur Drevet, qui était une figure importante de l'Olympique Lyonnais, et aussi pour un supporter qui, j'espère, va pouvoir avoir son rêve ce week-end, en la personne de Tanguy, J'ai vu qui est ça. atteint d'une maladie incurable et qui a fait cette demande auprès de l'Olympique Lyonnais, qui, je crois, a été acceptée, Je te validée. confirme, elle a été acceptée. Il sera là ce week-end et ce sera son dernier match. Et après, Et j'espère partir en Belgique. profondément que les supporters lyonnais lui feront le plus bel hommage possible. On est tous fans de foot, supporters. Encore une fois, c'est la passion qui nous tient, que ce soit quand on travaille dans l'univers du foot ou pas. Et il faut que ça nous rassemble. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci, Fitzgerald. Merci à toi.